La dernière fois que je l'ai vu, la mer semblait figée sous les projecteurs du yacht, comme une vitre glacée où se reflétaient les secrets de toute une dynastie. Il m'a serré la main trop longtemps, ce genre d'étreinte où l'on se dit adieu sans oser prononcer le mot. À tribord, les rires étouffés d'un bal masqué se mêlaient au ronronnement des moteurs. Puis il a disparu, avalé par une porte latérale et par des ombres qui n'avaient pas de visage. Je n'étais pas son garde du corps, ni son conseiller. J'étais son secret, l'amant que personne ne voulait voir, surtout pas maintenant, alors qu'un scandale interdit commençait à gronder sous les marbres d'un hôtel particulier. On nous avait prévenus. Tenir la tête basse, disparaître des radars, fermer nos téléphones. Lui a ri, comme un prince fatigué d'obéir à des dieux sans nom. Les premières heures ont été du bruit. Messages paniqués, chauffeurs rappelés, bijoux remontés des coffres, tableaux couverts de draps. Les suivantes ont été du silence. On m'a dit qu'il avait été vu quittant le quai au bras d'une silhouette vêtue de velours, qu'il avait rejoint une villa où l'on ne dîne qu'à huis clos, qu'il avait franchi un escalier de service menant à des pièces sans fenêtre. Les caméras de l'atrium étaient en maintenance, les logs nettoyés. La montre connectée, soudain muette. Dans cette obscurité savamment organisée, la rumeur s'est faufilée. Un héritier trop amoureux, un pacte brisé, un deal politique qui n'admet pas la tendresse. Les puissants pardonnent l'avidité, jamais la faiblesse. Quand la police a réclamé mon alibi, je n'ai pas dit que son parfum hantait encore mes poignets. J'ai répété ce qu'on m'avait appris à dire. Je ne sais pas, je n'ai rien vu, je n'étais pas là. Pourtant, je garde la vision d'un dernier clin d'œil sur la ligne d'eau et d'un bijou qui a glissé dans ma poche, son talisman. Comme si déjà il me confiait la preuve d'une vérité qu'on allait étouffer. Je m'appelle Émile et depuis 2 ans je vivais à contre-jour de sa vie. Il héritait d'un empire de pierre, d'armateurs et de fondations culturelles. Moi, j'héritais de ces heures clandestines, des rendez-vous où la tendresse devait chuchoter. J'étais celui qui attendait dans les ascenseurs de service, qui replaçait le masque quand sonnait la porte, qui partait le premier pour qu'il reste irréprochable. Nous tenions jusqu'au soir où le monde a cogné plus fort que nos promesses. Le décor n'était que luxe, villas suspendues au-dessus des criques, hôtels privés où l'on change les draps avant la rumeur, voitures qui ne laissent pas de traces. Mais à l'intérieur, une autre géographie régnait, celle du pouvoir. Politique en campagne éternelle, magnate aux mains immaculées, conseiller qui ne sourit qu'avec les yeux. Chaque sourire exigeait un prix, chaque baiser un alibi. Le scandale, on l'a d'abord cru lointain, un dossier renfoui, une vieille histoire d'amant, de cadeaux trop brillants, de promesses trop écrites. Puis un témoin est réapparu, un coffre a parlé, et la presse a flairé l'odeur du sang derrière les rideaux de soie. On a conseillé la prudence, la distance, le repentir public. Il a choisi la vérité privée, resté lui-même avec moi, et c'est peut-être ce choix qui a signé son effacement. Je vous raconterai la dernière nuit et les jours qui ont suivi. Les coups de fil sans timbre, les rendez-vous annulés, les regards qui s'évitent. Je vous dirai ce que j'ai trouvé dans la doublure d'un manteau et ce que j'ai rendu trop tard à ceux qui ne pardonnent rien. Alors, écoutez. Et décider si l'on peut disparaître dans un monde saturé de caméras, ou si ce monde a été construit, précisément, pour rendre certaines absences définitives. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de nous dire en commentaire de quel pays et quelle ville vous nous regardez. La soirée avait commencé comme toutes les autres, dans un éclat de cristal et de murmures polis. Le yacht, amarré à Monaco, semblait flotter entre 2 mondes. Celui des fêtes qui ne s'arrêtent jamais et celui des secrets qu'on enterre sous les tapis persans. Les projecteurs caressèrent la mer, découpant des silhouettes dorées qui se reflétaient dans les flûtes de champagne. Mais sous cette apparente perfection, je sentais une tension sourde, comme une corde prête à se rompre. Il portait ce soir-là une chemise ivoire et une veste bleu nuit taillée sur mesure. Ses gestes étaient plus nerveux que d'habitude, ses sourires trop rapides, presque forcés. Chaque fois qu'il posait son verre, ses doigts glissaient vers la poche intérieure de sa veste, là où je savais qu'il conservait un document plié en 4.
Je n'ai jamais su exactement ce qu'il contenait, mais il y tenait plus qu'à ses bijoux. C'était peut-être une clé ou une confession, peut-être les deux. À mes côtés, je voyais les invités se mouvoir comme des pièces sur un échiquier invisible. Magnates de la presse, héritières parfumées à l'ambre, politiciens en exil volontaire. Ils parlaient bas, riaient fort, mais chacun gardait un œil sur lui, comme s'il était à la fois l'aimant et le danger de cette soirée. J'ai compris que ces derniers instants visibles avaient commencé bien avant qu'il ne quitte la salle. Nous avions convenu d'un signe discret, un simple contact de la main sous la table. Mais quand je l'ai cherché, il n'était déjà plus là. On m'a dit qu'il avait traversé la salle vers la terrasse, escorté par une femme masquée au collier d'émeraude. On m'a dit qu'il avait ri, qu'il avait salué un diplomate, qu'il avait soufflé quelque chose à l'oreille d'un musicien. Pourtant, aucune caméra n'a enregistré cette sortie, comme si le yacht lui-même conspirait pour effacer ses pas. Je l'ai aperçu une dernière fois, au loin, près de la rambarde, le regard tourné vers la mer Noire. Ses épaules s'affaissaient, ses lèvres bougeaient sans voix. Puis un valet a fermé les rideaux, et quand je suis parvenu à traverser la foule, il n'y avait plus personne. Juste une coupe à moitié vide et une empreinte de doigt sur le verre. Une trace fragile, comme une signature effacée par le vent. Dès lors, les heures suivantes se sont étirées comme des fils de soie. On m'a dit qu'il était parti avec son chauffeur, mais le chauffeur jurait qu'il ne l'avait jamais vu. On m'a dit qu'il avait rejoint un hôtel privé de la vieille ville, mais la suite avait été réservée sous un faux nom et les registres avaient disparu. On m'a dit qu'il avait pris la mer, mais aucun capitaine n'a noté son embarquement. Chaque piste était une ombre, chaque indice une absence. J'ai fouillé ce qu'il avait laissé. Une montre en or posée sur une coiffeuse, une bague oubliée dans la salle de bain, un carnet noir couvert de griffures illisibles. Les objets semblaient choisis comme s'il avait voulu laisser une énigme plutôt qu'une explication. Dans le carnet, une phrase revenait. La vérité n'existe que dans ce qu'on ose perdre. Était-ce une confession ou une provocation? Les témoins se sont mis à se contredire. Certains affirmaient l'avoir vu dans un casino privé, jouant comme un homme qui n'a plus rien à perdre. D'autres assuraient qu'il s'était réfugié dans une villa abandonnée, héritée d'une cousine disparue. Moi, je savais seulement que son parfum flottait encore dans les draps, preuve qu'il avait dormi là ou qu'il avait voulu me le faire croire. Tout était calculé, même l'illusion. Les heures se sont transformées en jours et chaque rumeur ajoutait une strate de brouillard. On évoquait un scandale amoureux, une dette impayée, un pacte rompu avec des hommes plus puissants que lui. Mais la vérité restait introuvable, comme si elle avait été engloutie dans une mer plus profonde que toutes celles que nos yachts pouvaient parcourir. Je commençais à comprendre que son absence était une œuvre en soi, un chef-d'œuvre d'effacement. Ce soir-là, en regagnant ma chambre d'hôtel, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, un bijou qu'il m'avait offert autrefois, une broche ancienne, sertie de diamants. Mais au dos, une inscription gravée à la hâte, « Ne cherche pas, on nous regarde ». Ce fut la dernière trace tangible de lui, et peut-être la preuve que sa disparition n'était pas un accident, mais un choix imposé. Un choix dont je portais désormais le fardeau. Dans les jours qui ont suivi sa disparition, j'ai compris que rien n'était jamais simple dans ce monde-là. Chaque porte ouverte menait à une pièce verrouillée, chaque sourire cachait une menace polie. Je croyais connaître ses habitudes, ses silences, ses refuges secrets. Mais ce que je découvrais n'était qu'une mosaïque d'ombres, fragments d'amour interdits, traces d'alliances dangereuses, échos de scandales qu'on avait cru effacer. La première révélation m'est venue d'une vieille clé retrouvée dans son carnet. Elle portait l'emblème d'un hôtel particulier, un lieu où seuls les initiés franchissent le seuil. Là, derrière des rideaux de velours et des couloirs tapissés de portraits, se tenaient des dîners où l'on échangeait des promesses plus lourdes que des contrats. J'ai appris qu'il y venait souvent, accompagné non pas de moi, mais d'un autre. Une femme mariée à un ministre influent. Une passion brûlante gardée sous scellé. Je n'étais pas surpris qu'il aime ailleurs. Je savais que son cœur était une mosaïque brisée. Mais ce qui me glaça, ce fut le nom de la femme.
l'épouse d'un homme dont la carrière reposait sur la respectabilité la plus rigide. Leur liaison était un crime social, une arme que d'autres pouvaient brandir pour les détruire. Elle aussi avait disparu des radars, quelques jours avant lui. Coïncidence ou pacte silencieux? En fouillant davantage, je suis tombé sur une correspondance cryptée, de courts messages rédigés à l'encre invisible, révélés à la flamme d'une bougie. Il parlait d'un cercle fermé, d'une promesse sous scellée et d'un conte en attente. Le ton était à la fois tendre et menaçant. Était-ce une histoire d'amour ou un marché? Je ne savais plus si j'étais témoin d'une passion interdite ou d'un chantage déguisé en romance. Les secrets n'étaient pas seulement sentimentaux. Dans son bureau, dissimulé derrière une étagère de cuir, j'ai trouvé des documents bancaires, transferts vers des paradis fiscaux, acquisition d'œuvres d'art introuvables, bijoux portés par des silhouettes qui ne posent jamais devant les photographes. Chaque ligne de chiffres avait le goût du danger. Chaque tableau était une promesse volée à l'histoire officielle. Plus je m'enfonçais dans ces traces, plus je découvrais une vérité douloureuse. Je n'étais pas son seul secret. J'étais une pièce dans une galerie d'ombre, un acteur secondaire dans un théâtre de passion et de trahison. Pourtant, malgré l'humiliation, je ne pouvais pas me détacher, parce que chaque découverte me liait davantage à son absence, comme si j'étais condamné à poursuivre le fil de ses mensonges pour ne pas sombrer. Certains murmuraient qu'il avait entretenu un amant discret dans une villa des Baléares. D'autres disaient qu'il avait financé l'éducation d'un enfant illégitime, fruit d'une nuit dans un hôtel vénitien. Chacun avait sa version, chacun y ajoutait un détail de luxe. Un collier de perles, une bague Cartier, un piano Steinway livré en pleine nuit. Peut-être était-ce vrai, peut-être inventé, mais dans cet univers, l'invention finit toujours par peser plus lourd que la réalité. Je me suis souvenu de ses confidences brisées, quand il murmurait que l'amour est une dette qu'on ne rembourse jamais. Je croyais entendre la poésie d'un homme fragile. Aujourd'hui, je comprends qu'il parlait de chaînes réelles, de contrats signés avec le désir et le pouvoir comme témoins. Ces secrets n'étaient pas des caprices, ils étaient des pièges où chaque protagoniste perdait un peu de liberté. La presse commençait à flairer le scandale. Un magazine évoquait déjà un triangle scandaleux au sommet de l'élite. Les photographes se massaient aux abords de ses propriétés, guettant une silhouette, une fuite, une confirmation. Mais plus la rumeur enflait, plus le silence se faisait autour de moi. Les domestiques détournèrent le regard, les conseillers raccrochaient au milieu des phrases, et même mes amis m'évitaient, comme si j'étais devenu l'incarnation d'un secret trop lourd à porter. Alors, dans ce silence, une conviction s'imposa à moi. Sa disparition n'était pas un hasard. Elle n'était pas l'œuvre du destin ou d'une fuite romantique. Elle était la conséquence directe de ses secrets, d'amour interdit, de pactes dissimulés, de luxe trop visible. Et peut-être aussi de ma présence, car en l'aimant, je lui avais offert une faiblesse que d'autres ont su transformer en arme. Plus je cherchais à comprendre, plus je sentais que les réponses n'appartenaient pas au domaine de l'intime, mais à celui du pouvoir. Son absence résonnait dans des salons où je n'avais jamais été invité, là où les décisions se prennent à voix basse, entre un verre de cognac et une poignée de main glaciale. C'est là, dans ce cercle invisible, que se dessinait le destin des héritiers comme lui, et, par ricochet, le mien. J'ai été convoqué, sans invitation formelle, à une réception discrète dans un hôtel particulier du 7e arrondissement. Les murs transpiraient de l'histoire, les dorures brillaient d'un éclat trop poli, et chaque convive portait un masque invisible. Politicien à la carrière immaculée, magnat de l'énergie, héritières au regard calculé. On ne parlait pas de lui, mais tout le monde savait qu'il était l'ombre présente, la pièce manquante du puzzle. Un conseiller m'a pris à part. Sa voix était douce, mais ses mots étaient des lames. Ce garçon a franchi une ligne. Il a confondu le jeu de l'amour avec celui du pouvoir. Ici, les sentiments ne pèsent rien. Seuls les pactes tiennent. Je compris alors que sa disparition n'était pas un accident, mais une sanction. Le cercle du pouvoir ne pardonne jamais l'imprévisible. À mesure que la soirée avançait, je remarquais les signes, des regards fuyants quand je posais son nom, des sourires crispés lorsque j'évoquais ses affaires.
Certains parlèrent d'un accord rompu avec un ministre. D'autres murmuraient l'existence d'un dossier compromettant, prêt à éclater au grand jour. Mais ce qui revenait sans cesse, c'était l'idée d'un amour trop visible, trop dangereux, qui menaçait de fissurer le vernis d'un système bâti sur le secret. J'appris qu'il avait été convié, quelques jours avant sa disparition, à un dîner où se jouait plus qu'une carrière. Une alliance financière entre deux empires, cimentée par des mariages arrangés et des promesses d'investissement. Sa présence, et surtout son refus, auraient suffi à tout faire vaciller. Le pouvoir n'a pas de patience pour ceux qui confondent désir et stratégie. Plus je creusais, plus je voyais que ces amours interdits n'étaient qu'une partie du problème. L'autre partie était bien plus vaste. Il détenait des informations capables de faire tomber des noms dont les portraits ornent encore les couloirs de l'Assemblée et les unes des journaux économiques. Il savait trop, il aimait trop, et il parlait trop à voix basse. Dans ce cercle, c'était déjà une condamnation. Ce que je découvris ensuite me glaça. Dans une boîte verrouillée, confiée à un notaire discret, reposaient des copies de documents, transferts occultes, contrats signés à l'encre effacée, photographies prises lors de soirées où nul n'aurait dû entrer avec une caméra. Ces preuves suffisaient à déclencher un scandale d'État. Mais il avait choisi de les garder pour lui, comme une assurance. Une assurance qu'on lui a fait payer au prix fort. Les puissants qui l'entouraient n'étaient pas seulement des figures publiques. Il y avait aussi les invisibles, banquiers de l'ombre, avocats spécialisés dans le silence, intermédiaires qui font disparaître les traces comme on efface un tableau noir. Ces hommes-là ne connaissent ni la pitié ni le doute. Ils gèrent des vies comme des chiffres et des amants comme des anomalies. Pour eux, il n'était pas un héritier fragile, il était une variable à corriger. Ce soir-là, en quittant l'hôtel particulier, j'ai compris que je n'étais pas seulement son amant, mais aussi le dernier témoin de son existence. Tous les autres se préparaient déjà à l'effacer des photos de famille, des registres d'entreprise, des récits mondains. On ne tue pas un héritier, on le rend inexistant. Et dans ce cercle, l'oubli est l'arme la plus tranchante. En rentrant chez moi, je me suis regardé dans le miroir. Mes traits étaient tirés, mes yeux creusés. J'avais l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. Je savais qu'il me restait un choix, fuir et oublier, ou entrer moi aussi dans cette danse mortelle. Mais pouvais-je encore me taire après avoir vu l'ombre des puissants se refermer sur lui? Était-il trop tard pour sauver sa mémoire, ou même pour sauver ma propre vie? Lorsque j'ai décidé de chercher au-delà des murmures, j'ai compris que chaque pas serait un défi lancé à ceux qui avaient déjà effacé son nom. Les premières heures furent consacrées à recouper les témoignages, chauffeurs, domestiques, concierges. Tous m'offrirent la même version, polie, identique, apprise par cœur. Il est parti tôt. Je ne sais rien. Je n'étais pas là. Des réponses trop parfaites pour être sincères. J'ai tenté de suivre la piste de ses comptes bancaires. Un ami discret dans une banque suisse accepta de me montrer quelques relevés. Les transferts s'arrêtaient net, la veille de sa disparition. Un trou noir financier, comme si sa fortune avait cessé d'exister en même temps que lui. Pourtant, une transaction isolée vers une fondation caritative douteuse laissait supposer qu'une partie de l'argent avait été déplacée. Mais impossible de savoir à qui profitait ce transfert. Je suis allé dans la villa où il aimait se réfugier. Le portail avait été scellé, les caméras démontées, les meubles recouverts de drap blanc. Pourtant, dans une chambre à l'étage, j'ai trouvé un verre encore marqué de rouge à lèvres. Pas le mien. Une trace silencieuse d'un rendez-vous qu'on voulait cacher. En la découvrant, j'ai compris que je venais d'entrer dans une zone où chaque indice devenait une menace. Plus j'avançais, plus je sentais que quelqu'un me suivait. Un homme en manteau sombre apparaissait trop souvent derrière moi. À la sortie d'un café, dans le reflet d'une vitrine, à l'arrêt d'un taxi. Je ne savais pas s'il appartenait à la police, à un service privé ou à ce cercle du pouvoir que j'avais effleuré. Mais sa présence répétée signifiait une chose. Je n'étais pas censé chercher. J'ai osé contacter un journaliste d'investigation. Je lui ai confié quelques documents, une copie du carnet noir et la photo de la broche retrouvée. 2 jours plus tard, il m'a rappelé d'une voix brisée. Son rédacteur refusait de publier quoi que ce soit.
trop dangereux, trop haut placé. Quelques heures plus tard, sa voiture fut retrouvée accidentée sur une route de campagne. Était-ce une coïncidence? Je n'y croyais plus. Chaque piste se refermait comme une porte claquée au visage. Les caméras de l'hôtel étaient introuvables. Les logs téléphoniques avaient disparu. Les témoins s'étaient envolés à l'étranger, soudain rappelés par des affaires urgentes. Même la police me traitait comme un intrus, répétant que l'affaire n'existait pas. Plus je cherchais, plus le silence devenait assourdissant. Pourtant, il restait une piste fragile, un ancien valet, renvoyé juste avant la disparition. Nous nous sommes rencontrés dans un bar miteux de Marseille. Ses mains tremblaient autour de son verre. Il me parla d'un dîner secret, d'un coffre ouvert à minuit, d'une mallette remise à un homme masqué. Mais avant d'en dire davantage, il se leva brusquement, pâle, et s'éclipsa en me laissant une serviette froissée. Dessus, un mot griffonné, « Ne creuse pas plus ». Je compris alors que les pistes n'étaient pas seulement interdites, elles étaient piégées. Chaque indice portait la promesse d'une punition. Chaque témoin risquait de disparaître à son tour. Le cercle du pouvoir n'avait pas besoin de tuer, il suffisait d'effacer, comme on efface une ligne d'écriture sur un parchemin ancien, ne laissant qu'une ombre illisible. Lui avait déjà été effacé, et moi, je suivais le même chemin. Pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. Sa voix continuait de résonner en moi, ce dernier sourire sur le quai du yacht, ce parfum qui m'enveloppait encore dans mes cauchemars. Si je me taisais, j'étais complice. Si je parlais, je devenais la prochaine cible. C'était l'équation imposée par ce monde où les vérités sont des poisons qu'on ne boit jamais seul. Alors j'ai pris ma décision. Je garderai toutes mes notes, tous les indices, tous les objets. J'enfermerai mes découvertes dans une cachette que seul moi connaissais, et j'attendrai le moment où le silence craquerait. Mais au fond de moi, une certitude s'installait. Certaines vérités ne se disent jamais à voix haute, car elles coûtent plus que la vie. J'avais cru pouvoir protéger mes découvertes, les enfermer dans l'ombre, jusqu'à trouver le courage de les dévoiler. Mais la vérité a sa propre volonté. Elle se ferait toujours un chemin, même à travers le béton du silence. Tout commença avec une enveloppe reçue par la poste, sans timbre ni adresse. À l'intérieur, une simple clé USB. Quand je l'ai insérée, j'ai découvert un dossier de photographie interdite. Visages de ministres, héritières et magnates, tous réunis lors d'un dîner secret. Et au centre, lui, souriant, comme s'il ignorait que cette image signerait son arrêt de mort. Les clichés révélaient des alliances que personne n'osait nommer. Accords financiers entre maisons de luxe et compagnies d'armement, contrats passés sur des yachts à l'abri des regards, promesses d'influence gravées dans le cristal des flûtes de champagne. Ce n'était plus seulement une affaire de passion interdite, mais un réseau où chaque secret servait de monnaie d'échange. Il était devenu trop dangereux parce qu'il détenait des fragments de tous ces mensonges. Dans un dossier annexe, j'ai trouvé un enregistrement audio, sa voix. Elle tremblait légèrement, comme si chaque mot était une confession arrachée de force. Si quelque chose m'arrive, sachez que je n'ai pas disparu volontairement. J'ai des noms, des preuves. Elles sont cachées là où personne ne pensera à regarder. Mon souffle s'est coupé. Il avait prévu son absence. Il savait que le pouvoir ne pardonnerait jamais ses écarts. Je me suis mis à chercher ce « là où personne ne pensera à regarder ». La réponse est venue d'un détail insignifiant. Une broche ancienne, celle qu'il m'avait rendue avec l'inscription « Ne cherche pas, on nous regarde ». En l'examinant sous une lampe, j'ai découvert un compartiment secret. À l'intérieur, un fragment de papier jauni, une adresse manuscrite, celle d'un coffre bancaire dans une petite ville côtière. Le coffre contenait des copies de contrats signés, des relevés bancaires, des lettres d'amour écrites sur un papier à en-tête officielle. Chacun de ces documents liait une figure de l'élite à une trahison intime ou politique. C'était une bombe, prête à détruire plusieurs dynasties. Mais au moment où j'ai refermé le couvercle, j'ai compris que je tenais entre mes mains non pas une arme, mais une condamnation, la mienne. Car déjà, des pas résonnaient derrière moi dans le hall désert de la banque. J'ai senti la présence de ceux qui ne dorment jamais, chargés de récupérer ce qui ne m'appartenait pas. J'ai fui par une porte latérale, le cœur battant,
en portant seulement une lettre écrite de sa main. Dans cette lettre, il m'appelait par mon prénom. Il disait « Si tu lis ceci, c'est que je ne reviendrai pas. Mais n'oublie pas que l'amour, même interdit, est plus fort que la peur. » Ces mots étaient à la fois un adieu et un testament. De retour chez moi, je n'ai pas dormi. J'ai lu et relu cette lettre jusqu'à en connaître chaque pli, chaque respiration. Je savais que les puissants reprendraient le reste, qu'ils effaceraient les preuves comme on gomme un graffiti sur un mur. Mais cette lettre, personne ne pouvait me l'arracher. C'était le fragment de vérité que je garderais, même si le monde entier l'ignorait. Les jours suivants, les journaux titraient sur d'autres scandales, une faillite orchestrée, un mariage princier annulé, un ministre démissionnaire. Lui, en revanche, n'existait plus. Aucun communiqué, aucune enquête. Comme si son nom n'avait jamais traversé les colonnes. Le pouvoir avait gagné, il avait transformé une vie en silence. Et moi, je restais seul avec une mémoire qui brûlait plus fort que n'importe quel dossier. J'ai songé à publier la lettre, à la faire circuler anonymement. Mais je savais que cela ne sauverait rien. On dirait que c'était un faux, une invention, une rumeur de plus dans un monde saturé de mensonges. Alors, j'ai choisi de la garder pour moi, comme un talisman fragile. Parce que parfois, la vérité enfouie ne doit pas être criée. Elle doit être préservée, comme une flamme que l'on protège du vent. Et depuis ce jour, je marche avec ce fardeau invisible. Je sais qu'il n'a pas fui. Je sais qu'il n'a pas disparu volontairement. Je sais que son absence est le prix qu'il a payé pour avoir aimé, pour avoir défié les règles d'un cercle où le cœur n'a pas sa place. Et je porte en moi cette vérité enfouie, condamnée au silence, mais vivante dans chaque battement de ma mémoire. Aujourd'hui encore, quand je ferme les yeux, je revois son sourire sur le pont du yacht. Un sourire fragile, presque inconscient du danger qui l'entourait. Sa disparition a laissé une cicatrice en moi, une absence qui ne se comble pas. Chaque silence mondain, chaque soirée luxueuse que j'aperçois de loin me rappelle ce que j'ai perdu. Non seulement un amant, mais une part de moi-même, que l'élite a choisi d'effacer. Je m'interroge souvent, existe-t-il une justice quand les puissants écrivent l'histoire à l'encre invisible? Peut-on parler de vérité si chaque preuve est enterrée dans un coffre et chaque témoin réduit au silence? Je n'ai pas les réponses. Tout ce que je possède, c'est la mémoire de ces gestes, de ces secrets murmurés dans l'ombre et cette certitude qu'aimer dans ce monde équivaut parfois à signer sa propre condamnation. Pourtant, je choisis de raconter, parce que le silence est leur arme, mais la parole peut être la mienne. Et si vous m'avez suivi jusque-là, sachez que d'autres histoires se cachent encore derrière les murs de marbre et les rideaux de soie. Alors, restez avec nous, car la prochaine disparition de l'élite pourrait bien révéler des ombres encore plus profondes.